L'Oregon est situé sur la côte ouest des États-Unis, entre les États de Washington et de la Californie. Avec une côte océanique, des montagnes, des vallées, de hauts déserts, des villes et villages, l'État propose un condensé de ce qui rend l'Amérique du Nord si étonnante. L'Oregon fascine les entrepreneurs et les rêveurs, mais une nature sauvage et un air pur sont aussi une invitation permanente à découvrir de grands espaces. Si le Far West existe, il est forcément passé par ces grandes plaines désertiques brûlées par le soleil, peuplées de ranchs, de chevaux, d'Indiens et de cow-boys. L'Oregon, dont le territoire est voisin de la Californie, a souvent souffert de la comparaison. Aujourd'hui, il est à son tour devenu un des États préférés des Américains. Portland, la plus grande ville de la région, est l'exemple d'un lieu à la fois historique et en plein mouvement. Les berges le long de la rivière Willamette en sont un bon exemple. Parcs et jardins ont pris le dessus sur les autoroutes. On dit de plus en plus que Portland est le secret le mieux gardé de l'Ouest américain. Elle possède tous les avantages culturels d'une grande ville, sans les inconvénients et en restant abordable. Architectes, créatifs, artistes se sont donné le mot pour s'approprier d'anciens immeubles emblématiques pour les restaurer, donnant au vieux quartier une ambiance à la fois moderne et chaleureuse. De nouveaux immeubles fleurissent également, mais à Portland, on reste profondément épicurien. Les hôtels se logent dans d'anciennes banques. Des épiceries et des bars récupèrent des ateliers désaffectés et rénovés. Même les galeries commerciales arrivent à la fois à conserver un air de Grand Ouest tout en restant élégantes et proposer des marques nées en Oregon avec une identité forte. L'art n'est pas en reste. Sur les hauteurs de la ville, la nature est à l'honneur. Avec sur les coteaux du parc Washington, un étonnant jardin japonais. Il a été construit en 1963. C'est un jardin japonais authentique, situé dans une région avec un climat très proche de celui du Japon, ce qui permet d'avoir toute la végétation d'un modèle traditionnel. En 2013, il a été élu par des experts comme le plus beau jardin japonais public en Amérique du Nord, parmi une liste de 300 autres jardins. En contrebas, face à la ville, la roseraie créée en 1917 complète ce havre de paix. Au début de l'automne, l'emblématique volcan Mount Hood, qui culmine à 3400 mètres d'altitude, n'a quasiment plus de neige autour de son sommet. Seules subsistent quelques langues glaciaires. Sa dernière éruption remonte à 1907, considérée comme mineure. Il reste un emblème fort de la région et se transforme l'hiver en station de ski. En poursuivant notre route vers l'est le long du fleuve Columbia, la végétation devient aride. Les champs ont été brûlés par le soleil qui a chauffé tout l'été sans la moindre goutte de pluie. Nous atteignons ce que l'on appelle ici Central North Oregon, une zone semi-désertique comme cette vallée de la Butte Creek à côté de Fossil, où toute la végétation en septembre est blanchie par le soleil, sèche et prête à s'embraser à la moindre étincelle. Les fermiers irriguent quelques champs pour pouvoir nourrir le bétail et les chevaux. D'immenses ranchs se partagent ces collines et ces plaines, comme le ranch Wilson. La famille de Phil, le patriarche, est installée ici depuis une centaine d'années. Ils possèdent 3600 hectares où ils élèvent essentiellement des vaches avec à la clé des taureaux.
Je dirais que l'on est amené à disparaître assez rapidement si nous n'arrivons pas à réguler nos problèmes économiques, sans parler des règlements que le gouvernement n'arrête pas d'ajouter. Les grands ranchs sont vendus de plus en plus à des gens que j'appelle des TA, trop d'argent. Ils achètent ces ranchs pour leurs loisirs et aussi comme investissement, mais sans aucune intention de les faire fonctionner comme de vrais ranchs. À plus de 80 ans, Phil, il n'y a encore pas si longtemps, passait de longues journées à cheval à travailler. Une bonne selle commence par l'arçon, qui est la structure sur laquelle on va fixer les différentes couches de cuir. Il faut donc un bon arçon, une bonne fondation qui va bien s'adapter au cheval. Ça, celle-ci, c'est une selle qui a été faite pour moi il y a des années. Elle a le même arçon que pour ceux qui montent des broncos. Brian, le gendre de Phil, passe beaucoup de temps dehors. L'est de l'Oregon est une région particulière avec son climat et le temps qu'il y fait. Nous sommes dans une sorte de désert d'altitude. On a entre 30 et 50 cm de précipitations par an, ce qui rend notre style de vie assez particulier. On a environ 300 jours de soleil par an, même s'il fait froid. On a toujours la chance d'avoir un beau ciel bleu. Une bonne partie du travail consiste à gérer le bétail, de le déplacer d'un lieu de pâture à un autre. Aujourd'hui, il s'agit de ramener une partie des taureaux qui ont passé une dizaine de jours derrière la colline vers un endroit proche du ranch. Chaque journée est différente. On déplace le bétail en fonction de la nourriture, de ce qu'ils vont pouvoir trouver. En général, on les bouge tous les 10 jours. Brian est épaulé par 2 cow-boys qui travaillent à demeure au ranch. Au niveau de la météo, ce sont les extrêmes qui sont les plus pénibles. Que ce soit des sécheresses sévères ou encore des inondations, des tempêtes soudaines, les températures glaciales. Tout ça nous impacte et il faut apprendre à vivre avec. Même au pays des cow-boys, il y a des routes nationales avec de la circulation. Ce sont d'autres types de dangers qu'il faut aussi gérer. La partie la plus difficile du boulot dans un ranch, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer, faire face à l'imprévu. Une vache qui va être malade, un engin qui tombe en panne, la manière dont les animaux vont se comporter par rapport à ce que l'on a décidé, on ne sait jamais ce qui va se passer. Aucune journée n'est identique.
Les taureaux sont dirigés vers leur nouveau champ, où ils devraient passer une bonne semaine. Au ranch Wilson, on a des chambres d'hôtes, on accueille des visiteurs à qui nous faisons partager notre journée à cheval en nous aidant à déplacer du bétail. On leur apprend d'où vient la nourriture qu'ils mangent, parce que beaucoup de citadins n'ont que très rarement l'occasion de vivre ainsi. En remontant vers le nord-est, les champs ont été transformés en paille, prêts à s'embraser à la moindre étincelle. De spectaculaires incendies, parfois incontrôlables, peuvent laminer des massifs entiers. Entre les petites villes de Clarno et de Fossil, on ne se lasse pas de ces paysages si caractéristiques de l'Ouest américain. On appelle cette formation rocheuse The Clarno Palisades. Elle marque le début du John Day Fossil Beds National Park. En cette mi-septembre, un événement rassemble tout le nord et l'est du pays dans la petite ville de Pendleton. Le décor ne change guère des champs jaunis à perte de vue avec quelques taches vertes. Il s'agit d'un des rodéos les plus importants aux États-Unis. Déjà en 1910, lors de la première édition du Pendleton Roundup, l'événement avait attiré plus de 7000 personnes. En ville, les saloons ne désemplissent pas. Le chapelier reste ouvert tard dans la soirée. Il sera incongru d'assister au round-up sans un vrai chapeau de cow-boy. Ici, ils sont façonnés sur mesure. Déjà en 1910, les tribus indiennes étaient partie prenante du round-up. Peuple premier de cette région, en particulier la tribu des Umatilla Cayuse et les Walla Walla, ils participent à un concours de danse traditionnel. Mais ce sont tous les Indiens du Nord-Est qui font le voyage pour se retrouver. Certaines tribus participent régulièrement à des shows. D'autres transmettent avec beaucoup de soin toutes leurs traditions, que ce soit les danses, la musique ou les tenues traditionnelles. Lors du round-up, le concours de danse se déroule par catégorie d'âge. Le jury est composé de grands chefs. Je fais partie de la tribu des Wahnoton. Est-ce que ce type de danse que vous venez d'exécuter est quelque chose que vous faites souvent?
Oui, je le fais assez souvent en période estivale. Nous le faisons presque tous les week-ends, et là c'est l'occasion d'être ici au Roundup. Les danses guerrières des jeunes adultes sont les plus spectaculaires. Nous faisons beaucoup de pow-wow, mais nous faisons aussi beaucoup de choses en privé. En dehors des shows, nous nous rassemblons pour des cérémonies. Après plusieurs journées de mise en route et de qualification, le samedi va se jouer à guichet fermé. À l'arrière du stade, c'est encore le calme. Les énormes taureaux se font câliner. Du côté des chevaux, on se prélasse encore, avant d'être très sollicité. Le rodéo, pour certains, est un sport professionnel. Ils se déplacent à travers le pays dans de grands vans. Pour les meilleurs, c'est un vrai business. Le show, car il s'agit tout autant d'un spectacle que d'une compétition, le show donc débute par une fanfare à cheval. La cavalerie fait ensuite son entrée ventre à terre. Une des plus acclamées, c'est Queen Tundra, une reine de beauté 100% rodéo. Mais ne vous y trompez pas, elle et ses dauphines sont des cavalières émérites. La première épreuve est la plus classique, le saddle bronc, un rodéo avec une selle. Originellement, il s'agissait de dompter un cheval sauvage pour qu'ensuite il puisse travailler dans le ranch. Ici, ce ne sont pas des broncos, c'est-à-dire des chevaux sauvages. Mais on leur serre une sangle autour du flanc, qui est une partie très sensible du corps équin. Ils font tout pour s'en débarrasser. Le cow-boy doit tenir 8 secondes. Il n'a le droit de s'agripper à la selle qu'avec une main. L'autre main ne doit en aucun cas toucher la selle ou le cheval. Des juges attribuent une note de style au cow-boy et au cheval. La Indian Race passionne aussi les spectateurs. Il s'agit d'une course de relais réservée aux Indiens. Pour plus de légèreté, ce sont de jeunes garçons qui montent, accrus bien évidemment.
Avec le calf roping, les concurrents doivent faire preuve d'adresse avec leur lasso et de rapidité pour ligoter un jeune veau. On ne veut pas faire de rodéo. Si on fait du rodéo dans un ranch, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On fait tout ce qui tourne autour du lasso et qui sont devenus des disciplines. Mais si on fait du rodéo comme ça, c'est que l'on aura eu une très mauvaise journée. Mais oui, beaucoup de disciplines du rodéo sont inspirées de la vie d'un ranch. Le bareback riding est un autre grand moment du rodéo. Les cow-boys montent cette fois-ci sans selle, avec juste une sangle pour se tenir, toujours à une seule main. À ce niveau de compétition, les chutes sont finalement assez rares. Mais on voit bon nombre de cow-boys boiter dans les allées. Une autre discipline issue du travail dans les ranchs, le team roping, une épreuve de lasso par équipe de 2. It is Brett Sheehan. These guys flew from Olds, Alberta last night. They roped there for a 4-4. Riley's got a nice horse that they actually raised. And on that heel end, oh man. You know, you don't see Brady get a leg very often. He's because anything can happen. Voici maintenant une épreuve qui est souvent critiquée par les cow-boys purs et durs, car elle ne correspond en rien à ce qui peut se passer dans un ranch, le bull riding. Un taureau bodybuildé sur lequel le cavalier n'a qu'une corde pour se tenir, pour essayer d'atteindre le fameux seuil des 8 secondes. Cette riche journée se clôture par une parade des tribus indiennes. En descendant plus au sud, une fois les Blue Mountains franchis, on arrive un peu au bout de l'État à l'est, à Baker City. Dans les années 1860, c'était une ville importante qui servait de relais aux diligences entre Salt Lake City et Portland. C'était la capitale commerciale de l'est de l'Oregon, sans oublier la ruée vers l'or qui avait attiré beaucoup de monde dans la région. Aujourd'hui, lorsque l'on vient à Baker City, c'est plus pour profiter des randonnées dans les collines avoisinantes que pour admirer cette belle architecture victorienne. Dans les environs, il n'y a que l'embarras du choix pour emprunter des sentiers qui vont longer des lacs, contourner des pics rocheux, ou s'enfoncer dans des forêts de résineux. De l'époque des chercheurs d'or, il ne reste que quelques vestiges. Plusieurs villes de l'époque autour de la chaîne des Blue Mountains n'existent plus, comme Sumter. En été, une locomotive à vapeur emmène les nostalgiques à travers un petit circuit, utilisant des wagons qui ont été restaurés. Le vestige le plus étonnant se trouve au pied de la rivière Powder, à quelques kilomètres de Sumter. À l'époque, on y avait trouvé de nombreux filons, et cette immense dragueuse est la seule à avoir été aussi bien conservée. En 1935, elle fonctionnait encore, charriant des tonnes de sable et de pierre qui étaient triées à l'intérieur. Elle a rapporté près de 4 millions de dollars pour s'arrêter définitivement en 1954. Encore récemment, elle a été l'objet de convoitises. Certains espéraient trouver de l'or autour du bâtiment, qui serait simplement tombé à l'eau.
En repartant vers l'ouest, au sud de Fossil, un détour par les Painted Hills s'impose. On peut visualiser des millions d'années de l'histoire terrestre par strates de différentes couleurs au rythme des éruptions volcaniques, du soleil et de la pluie. Ces collines sont fragiles, elles n'ont pas de carapace de pierre ou de rochers qui les protègent. C'est d'ailleurs ce qui les rend si poétiques. Ici, les scientifiques n'ont que l'embarras du choix pour puiser parmi les dizaines de milliers de fossiles qui jonchent le sol pour retracer notre histoire. En poursuivant notre route vers le sud-ouest, les différentes failles géologiques nous amènent au pied de la grande chaîne de montagnes des Cascades qui traverse l'État du nord au sud. Traversée par la rivière des Chutes, Bent est une ville en pleine expansion. Tous les amoureux de nature et de sport de plein air viennent vivre ici pour profiter d'un cadre de vie assez unique. Bien que situé à 1100 mètres d'altitude, Bent est considéré comme un désert élevé avec des amplitudes de température importantes. La ville ne s'est vraiment développée qu'au début des années 1900 avec l'expansion de l'industrie du bois. Le Old Mill District a réussi à transformer un ancien site industriel en centre-ville attractif. Il y avait ici les deux plus grandes scieries du monde, qui débitaient des poutres de pin immenses. La ville a su conserver le cachet de ces vieux bâtiments qui abritent désormais des restaurants, des magasins de sport et des brasseries artisanales. On compte des dizaines de brasseries qui profitent d'un des ingrédients essentiels dans la fabrication de la bière, une eau pure venue des montagnes, filtrée par les volcans. L'hiver, la proximité de la station de ski de Mount Bachelor attire beaucoup de monde. Il n'est pas rare d'avoir le choix parmi une vingtaine de types de bières. Chez Crooks, on a installé un bar-restaurant immense dans la brasserie, de l'autre côté des cuves de fermentation. C'est un succès. Les Américains sont assez ouverts sur l'aromatisation des bières avec des mélanges parfois surprenants. Mais les grands classiques sont incontournables. Le succès de Bent est tel qu'en moins de 10 ans, la population a augmenté de 50%. Si le déclin industriel de la région a aussi affecté la ville, les recettes issues du tourisme et des activités de plein air ont largement compensé ces déficits. À moins d'1 heure de route de Bent, Mount Bachelor est une des grandes stations de ski de l'Oregon. Il n'y a pas d'hôtel ou de chalet. On dort à Bent et on vient pour la journée profiter des différentes pentes que propose le volcan. C'est le 5e plus grand domaine skiable aux États-Unis. Peter a un beau métier. Il est chargé par la station de voir si tout se passe bien avec les clients, les aider, les orienter. Sur le parking de la station, il y a les passionnés qui passent l'hiver à guetter la poudreuse dans des bus ou des caravanes aménagées. Un peu plus bas, c'est le territoire des chiens de traîneau et de Rachel Doris, la championne locale.
Malgré un sévère handicap visuel, elle a disputé à plusieurs reprises l'Iditarod, la légendaire course de 1600 km en Alaska. Aujourd'hui, la passion est toujours intacte. Elle fait aussi profiter le grand public des parcours magnifiques tout autour du volcan. Ce sont des huskies qui viennent d'Alaska. Ce n'est pas une race officielle. C'est la race la plus aboutie, la plus pointue et la plus chère que l'on peut trouver. Et vous pouvez constater qu'ils ne ressemblent pas aux chiens habituels. Ce n'est pas ce que l'on cherche. On veut des chiens vaillants, forts et heureux, qui aiment sortir, courir chaque jour, qui ont un bon appétit, un bon pied, qui ne se blessent jamais. Il y a pas mal d'équipes d'amateurs par ici. C'est vraiment un très bel endroit pour faire du chien de traîneau. La neige est toujours bonne par ici. Il y a beaucoup de pistes et de chemins à la disposition des amoureux de la nature et des mushers. Avec l'aide de son mari Nicolas, c'est toute une organisation à mettre en place pour nourrir et déplacer tous ces chiens. Voilà comment nous arrivons à transporter 50 chiens chaque jour en toute sécurité. Chaque box fait la taille d'une bonne niche. On les met par deux. Ainsi, ils ont chaud et se tiennent compagnie. Descendre le long de la rivière Rogue, sur les contreforts de la chaîne des Cascades, c'est déjà être dans le sud de l'État. On est dans la partie sauvage, voire rude de l'Oregon. À Prospect, cet hôtel vieux de plus d'un siècle est le témoignage d'une époque où l'industrie du bois voulait faire monter une ligne de chemin de fer jusque-là. C'était sans compter sur l'impétuosité de la rivière Rogue. Aujourd'hui, Prospect est surtout une des portes d'entrée vers le parc national de Crater Lake. Un lieu, été comme hiver, à la météo imprévisible. Le Crater Lake, situé à 2100 mètres d'altitude dans la caldeira du volcan Mazama, ne se dévoile pas facilement. Aussi, lorsqu'il apparaît peu à peu, il convient de profiter de son incroyable panorama. Il est temps de franchir la chaîne des Cascades pour rejoindre la côte pacifique. En chemin vers l'ouest, Eugene, la deuxième ville de l'État, était en 1846 un simple relais postal. Elle aussi entourée d'une nature propice à toutes les escapades. On y célèbre la gastronomie et les vins de la région. En janvier, un événement rassemble même les amateurs de truffes et de bons vins. Les environs de Eugene sont composés de collines et de forêts bien denses. C'est ici que débute la Willamette Valley qui remonte vers le nord à Dundee. La Willamette s'est transformée en une petite trentaine d'années avec l'apparition de nombreux vignobles. La culture de la vigne n'y est pas aussi simple qu'il y paraît. Il y pleut souvent
L'été, les amplitudes de température peuvent être très importantes. Dans ces forêts, on croise des chasseurs de truffes très bien équipés, avec la tenue, les accessoires et le lagotto romagnolo, un chien italien chasseur de truffes. Il faut avoir l'œil exercé pour distinguer ce qui pourrait ressembler à des truffes blanches, mais en sont très éloignées. Vous voyez celle-ci, elle n'a pas grande valeur gustative. Je vais vous montrer. Vous voyez la différence par rapport à une truffe blanche d'Oregon? Vous voyez comme elle est blanche par rapport à l'autre? Le chasseur doit être en alerte pour surveiller son chien qui adore bien sûr les truffes et qui n'en fait qu'une bouchée si personne n'intervient. Vous voyez ces nervures? Vous voyez comme c'est joli? C'est ce que vous pouvez trouver dans vos assiettes. Ça, c'est une vraie bonne truffe. Les belles prises comme celle-ci sont encore rares. Des plantations ont vu le jour, augmentant encore l'intérêt du public pour la truffe. En quittant Eugene vers l'ouest, on traverse d'abord de grandes zones humides qui ont été préservées de la pression urbaine. Toujours en se dirigeant vers le Pacifique, sur la route vers Dean Creek, il faut avoir un peu de chance pour observer des elks, plus connus sous le nom de wapiti. À Florence, à l'approche des côtes du Pacifique, une surprise attend le visiteur. D'immenses dunes de sable réparties aussi bien en bord de mer que dans les terres. Elles sont le résultat de l'érosion par le vent et la pluie de chaînes de montagnes qui arrivaient jusqu'à la côte, il y a quelques millions d'années. Protégées par un parc national, les dunes, tout comme les plages, font de Florence une destination recherchée, avec un centre-ville au charme désuet. À partir de Florence, en remontant vers le nord, la côte offre des paysages souvent différents et spectaculaires, comme la plage d'Echeta très prisée en été. Mais c'est en hiver que l'on peut observer les lions de mer, une forme d'otarie qui se plaît bien avec ce type de temps. Le phare à proximité fait lui aussi partie du patrimoine de la côte. Plus au nord, à la hauteur de Newport, le phare de Yaquina Head est le plus emblématique. Déjà parce qu'il est le plus haut, avec ses 30 mètres. Il date de 1872, ce qui, à l'échelle d'un pays jeune, comme peuvent l'être les États-Unis, fait partie du patrimoine historique. Il y a beaucoup de Newport en Amérique, mais en Oregon, c'est la capitale de la pêche au crabe. Début février, les campagnes de pêche battent leur plein. 150 à 200 bateaux vont ou sont en mer, même lorsque la météo est exécrable, car c'est ce type de temps qu'affectionnent les crabes pour se nourrir. Le MS Lao vient de passer 8 jours en mer. Dans ses cales, 1 tonne de crabes vivants. Dustin Paronto, le capitaine, travaille en famille. Les bonnes conditions pour pêcher le crabe, c'est un bon vent d'est. Ça permet d'avoir un océan assez plat et on peut caboter à proximité des côtes. Ouais, un bon vent d'est pour avoir de bons crabes. Jessie, la fille de Dustin, est elle aussi à la manœuvre, parfaitement à son aise malgré le vent glacé et la neige fondue qui tombe sur le port. Ce que l'on pêche ici, c'est le crabe de Dungeness. Il fait 20 cm environ à l'âge adulte. C'est une espèce recherchée par les gourmets car sa chair est douce, elle n'a pas un goût prononcé. Les crabes vont être rapidement expédiés dans le monde entier. Tout l'enjeu est de les conserver vivants jusqu'à destination.
À la tombée de la nuit, les quais du port deviennent le meilleur endroit pour déguster le crabe arrivé le matin même. Enrique, le chef de Local Ocean, les cuisine en fonction des demandes de chacun. La première chose que je fais quand ils arrivent le matin, c'est de les faire bouillir pendant environ 20 minutes. Et ensuite, on les met de côté. Le chef réalise plusieurs recettes à partir de ce crabe communément appelé crabe dormeur, à la chair généreuse et ferme. Il propose plusieurs types de ragoûts dans lesquels on retrouve le crabe avec les différentes pêches du jour, accompagné de petits légumes et de crème liquide. Dans sa version brésilienne, il remplace la crème par du lait de coco. Ajoute des champignons, sans oublier le poivre. On propose aussi un gâteau au crabe. C'est une de nos spécialités ici à Newport. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur dans la région. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est mou, on peut le sentir, c'est à la fois mou et souple. Vous voyez ? Alors dedans, on met du poivre rouge, du céleri, des oignons, des œufs et de la mayonnaise. Sans oublier l'inévitable sandwich. La remontée vers le nord alterne encore des plages avec des parties plus rocailleuses. Plusieurs caps se succèdent. L'été, toutes ces stations balnéaires font le bonheur des touristes, notamment ceux qui viennent du nord, de l'État de Washington voisin. Souvent comparée à sa voisine du sud, la Californie, cette côte de l'Oregon a su se préserver d'un tourisme trop envahissant et conserver un certain cachet. Jadis, on pêchait la baleine au large de ces côtes de Depot Bay, à Astoria. Portland, l'hiver, présente un visage différent. Les hivers peuvent être rudes. À l'horizon, les différents volcans enneigés, en particulier Mount Hood, une station de ski prisée des environs. Mount Hood, qui culmine à 3426 mètres, est le plus haut sommet de l'Oregon. Il n'est qu'à 100 km de Portland. Sur les flancs du volcan, il y a un hôtel mythique, en particulier les soirs où le brouillard et la neige rendent les lieux encore plus mystérieux. Le Timberline Lodge. Installé sur le côté sud, à 1800 mètres d'altitude, il y avait ici jadis une cabane qui servait de relais à ceux qui partaient tenter le sommet. Près de 500 ouvriers ont participé à la construction de l'hôtel, inauguré en 1937 par le président Roosevelt. Il fait désormais partie du patrimoine historique de l'État. Il doit sa popularité aussi grâce au film de Stanley Kubrick, Shining, avec Jack Nicholson. En redescendant de Mount Hood, on arrive aux gorges du fleuve Columbia, qui traverse tout le nord de l'État d'est en ouest. Sur une portion d'une centaine de kilomètres, le fleuve circule dans un immense canyon. L'hiver, les chutes d'eau, après des tempêtes de neige sur les montagnes, sont spectaculaires. Les chutes de Multnomah sont les plus spectaculaires de la vallée. Avec une hauteur de 190 mètres sur 30 mètres de large, elles constituent un des sites emblématiques de l'Oregon.
Une des surprises que réserve l'Oregon se situe du côté de la vallée de la rivière Willamette, mais cette fois-ci par le nord. À 1 heure de route à peine de Portland, des vignobles magnifiques ont transformé ces collines autour de Dundee. Ce que certains appellent la Bourgogne américaine a une histoire très récente au regard de ce qu'ont bâti les moines en France au XIe siècle. Il y a une trentaine d'années à peine, des grands noms du vin bourguignon ont partagé leur expérience ou ont investi dans des domaines aujourd'hui reconnus. Si en France un vignoble se caractérise par un bâtiment historique qui abrite de vieilles caves, ici ce qui importe c'est le salon, voire la maison dédiée à la dégustation. Elle surplombe en général le vignoble. Parmi ces Français aventureux, Louis-Michel Liger-Belair, propriétaire du château de Vaune en Bourgogne, s'est associé avec Marc Tarloff pour créer Chapter 24. L'expérience d'expert du Pinot Noir est désormais très recherchée. Felipe Ramirez est chilien. Il est l'œnologue de la propriété où les vendanges ont été interrompues par la pluie. L'an passé, ils avaient produit 100 000 bouteilles environ, sur différentes parcelles entre Salem et Dundee. Ça, c'est un chardonnay qui vient de Black Walnut. C'est un des coteaux très prometteurs à Dundee. Le sol là-bas, c'est un sol volcanique, en profondeur, pas très rocailleux, avec finalement un sol assez aéré. Ouais, cette parcelle a été vendangée il y a à peu près une semaine. Ça devrait fermenter très prochainement. Les grands vins se vendent entre 60 et 100 € suivant les appellations. Autant dire que les enjeux sont importants. Ils n'ont pas hésité à replanter des parcelles entières sur les coteaux de Salem. La star ici, elle s'appelle Pinot Noir, sans aucun problème. Mais je suis sûr que la prochaine vedette pourrait être le chardonnay. Il y a de plus en plus de vignobles ici qui font du bon chardonnay, en particulier à partir de sols rocailleux. Oui, ici on a surtout du Pinot Noir et du Chardonnay. Situé à la même latitude que la Bourgogne, Felipe estime que la comparaison s'arrête là. Ici c'est volcanique alors qu'en Bourgogne c'est calcaire. Et puis, c'est une culture différente. C'est bien d'ailleurs. Le vin, en général, doit être un témoin de la culture locale. Et c'est ce que nous essayons de faire avec un vin qui respecte ses origines, sans essayer de copier qui que ce soit. C'est pourquoi nous allons très profondément dans le sol et le terroir pour faire quelque chose de différent. Sur les coteaux de Dundee, les propriétaires ont installé une maison d'hôtes avec un salon de dégustation. Le tourisme œnologique prend forme et rivalise sans problème avec les grands domaines californiens plus au sud. La grande différence avec la Bourgogne et ici, c'est le sol. Le vin ici est plus mûr, plus ample qu'en Bourgogne. Nous essayons aussi d'obtenir cette minéralité et c'est la raison pour laquelle nous allons profondément dans les sols. C'est dans ces paysages inattendus que nous achevons notre périple à travers l'Ouest américain, parfois sauvage, parfois éclectique. L'Oregon possède encore de nombreux atouts qui ne demandent qu'à être explorés.